Bonjour, nous sommes le jeudi 26 juillet et je me trouve à Gironde-sur-Drop, à l'Oasis Amara, dans ce grand événement que Bernard Clavière a organisé du 14 au 28 juillet et qui rassemble une centaine de personnes qui jeûnent pendant 15 jours. Et donc je suis venue rejoindre l'aventure. Il y a pas mal de conférences, d'interventions sur des sujets qui tournent toujours et encore autour de l'amour, l'amour, toujours l'amour. Voilà, et donc j'ai fait une rencontre hasardeuse avec Johanna qui est venue passer quelques jours aussi. Johanna Razanamahay et Tal Chaleur avec qui je vais faire une émission également. Et donc voilà, je vais aller retrouver Johanna pour qu'elle nous parle d'un de ses sujets préférés. A tout de suite. Bonjour Johanna. Oui, bonjour Marie. Ça va? Oui, ça va. Voilà, donc nos chemins se sont croisés tout à fait par hasard, on va dire. Oui, ça c'est bien vrai. Voilà, et donc je saisis cette opportunité pour faire une petite causerie toutes les deux. Et moi, ça fait longtemps que je me disais, tiens, j'aimerais bien que Johanna vienne nous parler des sous-personnalités. Donc, mais seulement juste avant de parler des sous-personnalités, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi, et parce que tu es chamane. Et j'avais envie de savoir, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au chamanisme ? Oui, en fait, tout va de pair. Mais avant d'aborder ça, je voudrais quand même te dire que je t'ai déjà vue en tant qu'artiste. Et je t'ai trouvée tellement rayonnante et sentimentale, romantique. Oui, oui. On ne s'est pas connus vraiment parce que j'étais en stage, mais je garde quand même ça dans le cœur. Oui, c'est vrai que j'étais venue chez vous au Champ des Arbres, Voilà, à côté oui. de Pierre Latte, hein, c'est ça, ouais, ouais. Et j'étais venue faire un petit récital Voilà, guitare et voix, voilà. la voix du cœur. Ouais, ouais. J'avais fait une animation de soirée pendant le stage et j'étais restée juste 2 jours. Oui. Et comme tu es toi-même multipotentiel, Oui. je trouvais que c'était important de le signaler aussi ici, Ouais. que des personnes puissent bénéficier de ce côté de toi aussi, qui est magnifique et qui est enrichissant en plus. Voilà. Alors, donc sinon, en fait, je suis donc Johanne Razanamahay. Je suis originaire de Madagascar, d'où ce long nom. Razanamahay, ceux qui connaissent les Malgaches savent que la plupart de nos noms sont très à rallonge comme ça. Alors, aussi loin que je remonte dans le temps, j'ai toujours été chamane. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chaman ? C'est quelqu'un qui est doté, sans forcément le savoir, doté de pouvoirs magiques, qui a la clairvoyance, la clairaudience, qui communique aussi bien avec les vivants de tous les règnes qu'avec les esprits. C'est quelqu'un qui peut faire des voyages et pas forcément en prenant des substances. C'est mon cas. Moi, j'ai jamais pris des substances et pourtant, j'ai toujours fait des voyages accompagnés par des guides spirituels, par des esprits de la nature, par des ancêtres. Ce n'est qu'en arrivant en Occident, d'ailleurs, que j'ai appris l'existence des substances. Et pourtant, dans mon pays, il y a toujours ce qu'on appelle le tabac. Et ce tabac est sacré. Mais ça n'a pas la vocation comme on le donne ici en Occident. Ici, il y a un côté quand même un peu exagéré de tout ça. Alors, la précision que j'apporte seulement, c'est que quand on est chaman et qu'on est doté de ces facultés magiques, incroyables, on ne se sent pas exceptionnel parce que quand on est enfant, on a l'impression que tout le monde a les mêmes talents. Ce n'est que plus tard qu'on découvre qu'il y a des gens qui en ont plus que d'autres et même des gens qui sont, à force d'être cassés, traumatisés, finissent par perdre ces talents magiques dont nous sommes tous, à mon sens, porteurs. Et donc, mon avantage seulement, c'est que je suis née dans un pays naturel et dans une partie de Madagascar en pleine brousse, comme on dit, où
il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de poste de radio, si bien que des fois, je me demande de temps à autre, quand je suis ici, comment j'ai fait pour arriver là. Et donc, et j'ai pu grandir avec ces facultés chamaniques en ayant été testée par des chamans sans m'en rendre compte. Et c'est là aussi que j'ai vu une forme de tyrannie des chamans traditionnels qui ne se contentent pas de reconnaître ce qui est à vous et de vous, mais essaie de vous identifier en mettant vos talents et vos dons dans leur culture et sans oser mettre en avant des personnes qui sont d'ethnies différentes ou de cultures différentes à la tête du chamanisme, même si ces personnes peuvent avoir des talents, mais vraiment extraordinaires. Alors, comme j'étais enfant, je ne cherchais pas à être ni reconnue, ni à être mise comme chef. Mais néanmoins, en grandissant, j'ai vu que on essayait quand même d'éviter plus ou moins le sujet et on m'a fait faire des tests qui ont failli me coûter la vie même, pour qu'on reconnaisse que j'étais dotée de pouvoirs magiques. Je savais lire les formes pensées. Je voyais justement ces personnages intérieurs autour de la tête de chaque personne et qu'on appelle fréquemment sous le nom de sous-personnalité. Et moi, je les reconnais sous le nom de côté, facettes, parties, en ayant toujours vu que nous ne sommes pas des blocs de personnes, mais des êtres composés de multiples facettes et chacune de nos facettes a une mission spéciale à réaliser sur Terre. Donc, j'ai développé depuis l'enfance le côté chaman. C'est pour ça que quand je dis nous sommes tous chamans, que des chamans traditionnels ne soient pas choqués, parce que je ne veux pas dire que tout le monde est chaman ou doit pratiquer le chamanisme 8 heures sur 24, mais que nous avons ce côté que nous pouvons tous développer pour nous enrichir, nous faire du bien et apporter à notre monde en ayant le pouvoir d'effacer les souffrances, les maladies, si on s'y prend évidemment un peu tôt. Merci Joanne. Je t'en prie. Alors, les sous-personnalités. Alors toi, tu as une façon bien à toi d'aborder ce sujet que moi j'aborde aussi, mais avec des mots différents. Moi, je parle des parts de soi-même. Donc toi, tu appelles ça des sous-personnalités psychoactives. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Alors donc aujourd'hui, c'est de plus en plus connu parce que le sujet est fascinant et rares sont vraiment les personnes, pour ne pas dire il n'y en a pas, qui n'admettent pas l'existence de ces personnages intérieurs dont nous sommes tous porteurs lorsque je développe le sujet. Alors donc j'ai dû leur donner un nom parce que je ne suis pas la seule à recevoir des divines inspirations sous forme d'enseignement pour nous aider tous à évoluer. Donc pour distinguer mon travail, mes recherches de ceux qui ont déjà été connus, parce que plus tard j'ai appris que il y a des personnes quand même, il y a quelques grands enseignants qui en ont parlé, mais d'une manière différente. Et les exemples sont différents, les leçons qui accompagnent la présentation de ces personnages ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que je les ai baptisés les SPPA, qui sont en fait des sigles qui viennent de sous-personnalité psychoactive. Alors, justement pour dire que nous ne sommes pas le seul à être inspirés, Tal aussi, mon mari, avait déjà vent de ces personnages, parce que même s'il ne les voit pas de la même façon que je les vois, parce que je les vois avec mes yeux physiques, lui devine leur présence. Et mes propres enfants, ils ne sont pas nés par hasard au sein de ma famille, avec moi. Ils avaient également le talent de reconnaître ces personnages, si bien que ils les décrivent chez leurs camarades de classe depuis l'enfance.
il les dénonce chez les grandes personnes. Et du coup, nous avons pu en parler très très simplement dès le début en fait. Donc ma particularité à moi, et c'est vrai que je n'ai jamais vu encore personne qui voit ces personnages comme je les vois de mes yeux. Ils sont comparables aux plumes d'une coiffe d'un chef amérindien, mais sans être pour autant de taille régulière. Parce que certaines ont pu grandir et d'autres ont pu être bloquées et d'autres encore, à force d'être méconnues par la personne porteuse et par la société dans laquelle nous vivons, sont complètement ignorées, abandonnées, voire même bafouées ou rejetées, ce qui est très négatif et cause des problèmes de santé, de bonheur, de conflits incroyables. C'est ce qui fait en fait qu'on est morcelé, quand on est coupé de ses parties, on est morcelé. Exactement. Et ce qui fait également qu'on dit de nous des fois, tu n'es pas là. Alors qu'on est là avec le corps, mais on n'est pas là. Mais qui est là? Voilà, seulement qui est là. Alors donc, pour moi, ces facettes dont nous sommes porteurs sont de tous les niveaux de conscience en fonction de notre évolution. Plus nous avons été familiarisés avec depuis la jeunesse, plus nous pouvons les attraper facilement main dans le sac. Ceci étant dit, si ça intéresse vraiment les gens, je les présente et je rends les gens médiums. Alors, bien sûr, c'est plus facile de les reconnaître chez quelqu'un que de les voir en soi, mais de manière générale, tous ceux à qui j'ai présenté ces SPPA sont parvenus à les attraper main dans le sac, dans leur corps, dans les situations les plus impensables, parce que ces personnages apparaissent en fait et ce sont eux qui sont à l'origine de nos succès que à l'origine de nos malheurs, de nos maladies. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos échecs. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos conflits. Et ce qui est bon de savoir, c'est que tout est en fait régi par des contrats. On le sait d'une certaine façon parce qu'on dit rien ne vient par hasard. Mais on ne sait pas toujours qui en nous se présente pour prendre le contrat en main. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre, la personne qui vient nous propose une situation. Donc, une situation qui engendre des contrats. Et nous pouvons nous rendre compte de la proposition et du ou des contrats proposés pour pouvoir dire non si on ne sent pas que le personnage est là, ou dire oui si on sent que le personnage est là, ou dire oui mais en disant que le sujet nous fait encore peur et qu'on ne veut pas beaucoup l'aborder si le personnage est encore immature. Mais au lieu de ça, on fonce dans n'importe quelle situation à l'aveugle et du coup, on ne se prend pas pour responsable des situations que nous vivons. Parce qu'on a tendance du coup à accuser les autres lorsque nous n'arrivons pas ou n'arrivons plus à gérer ces situations en main. Alors nous sommes composés de multiples facettes. Une de nos facettes, par exemple, c'est l'enfant de ses parents. Et son objectif, sa mission, c'est de parvenir tout simplement à faire son enfance auprès de ses parents de manière harmonieuse et élevante, que quand nous partirons en quittant les parents, nous ne claquerons pas la porte, nous ne partirons jamais en boudant, nous ne couperons jamais les relations avec les parents, parce que tout s'est bien passé. Et quand tout se passe très bien, nous n'aurons plus besoin de refaire nos enfances auprès d'autres personnes, comme auprès de nos maris, comme auprès de nos épouses, comme auprès de nos amis, ou même comme auprès de nos chefs. Parce que comme je l'avais dit en conférence hier, on s'attire, et beaucoup d'entre nous le reconnaissent. Je ne sais pas pourquoi, mais mon mari se prend pour mon père. Je ne sais pas pourquoi, mais ma femme se conduit absolument comme si elle était mon enfant,
Or, je ne veux pas. Mais en fait, ça veut dire qu'on pressent l'existence aussi bien d'une SPPA enfant comme l'existence d'une autre qu'on pourrait appeler le parent. Déjà, ça fait déjà deux. Mais on ne sait pas comment les mettre en marche et on ne sait pas les valoriser. D'ailleurs, même on a un complexe à l'idée de jouer le rôle de parent pour notre femme ou pour notre mari, parce qu'on ne sait pas que la facette de parent doit absolument exister. Et si elle existe d'ailleurs et qu'elle a des espaces pour pouvoir s'entraîner avec les uns et les autres de nos entourages, non seulement on se guérit dans son enfance, mais on prépare son côté parent à pouvoir mieux assumer ses propres enfants lorsque le temps d'être maman ou d'être papa arrivera. À défaut, on fonce dans le rôle de papa ou de maman pour des enfants alors qu'on n'a on n'a eu aucun entraînement. Et donc, on va dans des terrains graves sans se rendre compte que nous nous sommes dotés de ces personnages pour pouvoir nous entraîner dans chaque situation. Donc, on est enfant, on est parent, on est aussi bien chaman, guérisseur ou thérapeute. Le chaman, on le reconnaît par son élan d'aimer porter secours à toute personne en danger. Donc, si aussi bien les chamans que les médecins, les infirmières, les sages-femmes, on peut dire qu'ils ont développé leur côté chaman. Et donc, quand on voit aujourd'hui que des gens sont démissionnaires en disant non, je ne suis pas chaman ou je ne suis pas médecin et attendent toujours que des professionnels surgissent lorsqu'ils sont devant des misères ou lorsqu'ils ont des bobos, je trouve ça triste. Parce que si on enseignait aux gens que nous avons tous un côté chaman et que ce côté est prévu comme un médecin intérieur, comme une pharmacopée, en ce moment-là, on le développera un petit peu mieux de manière à ne pas se trouver bête à chaque fois qu'on a mal, à chaque fois qu'on est en mauvaise posture. Et pareil, c'est quand on rencontre des gens sur nos chemins, des gens qui souffrent, des gens qui sont prisonniers de jugement, des gens qui sont négatifs, ou des gens qui sont fatigués, écroulés, ou des gens qui sont au bord de l'évanouissement. Si on avait développé notre côté chaman, nous aurions pu tous accompagner chaque personne dans son mal-être, dans son malaise. Mais alors justement, je ne sais pas si vous avez vu le petit micro de fortune que j'ai réalisé pour cette conférence improvisée sur un petit bâton de bambou. Est-ce que justement, moi j'aurais tendance à penser, et dans l'expérience je le vérifie sans arrêt, c'est que la vie nous apporte systématiquement tout ce dont nous avons besoin pour épanouir ces sous-personnalités. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que sur notre chemin, nous allons croiser des malades si nous avons une sous-personnalité qui est chamane et qui n'est pas épanouie. C'est-à-dire que chaque personne ou chaque situation que nous allons rencontrer et que nous attirons à nous en fait, c'est-à-dire que c'est la partie dont nous sommes coupés qui finalement va apparaître en face de nous et qui se fait le miroir, le reflet de cette partie de nous que nous devons épanouir. Absolument, et ça montre l'intelligence de la vie, l'organisation de la vie. Tout est dans une perfection. Et c'est pas seulement le côté chaman, même si beaucoup de gens peuvent encore démissionner de leur côté chaman sans se rendre compte qu'à chaque démission, non seulement ils n'aident pas les gens et les gens ne vont pas grandir, mais ils ne vont pas grandir parce que ce côté-là d'eux n'aurait pas eu un champ d'entraînement. Et se rajoutent à ça d'autres facettes, par exemple comme le séducteur ou la séductrice. C'est un côté qui embellit l'être humain, qui le rend charmant, qui le rend vraiment pétillant. Or, quand on complexe à l'idée d'avoir un séducteur et qu'on se refuse d'être séducteur, c'est comme si pour les femmes qui ont mis un quart d'heure avant de sortir en se maquillant et qu'on dit « t'es séductrice », ah non, pas du tout, je ne fais que me séduire par exemple. En fait, c'est comme si elle refusait
l'existence de cette partie d'elle-même. Et quand on refuse l'existence d'une partie, c'est comme un petit peu une mise à mort de la partie. Elle est interdite d'exister. Et les hommes qui ne savent pas qu'ils ont, eux, non seulement le côté séducteur, mais les femmes ont des côtés séductrices qu'ils pourraient encourager. Encourager en tant que séducteur ou en tant que amant s'ils sont séduits ou en tant que parents. Parce que ça fait du bien de dire des belles choses à une personne ou encourager en tant que thérapeute parce que en fait, comme je disais hier, la nourriture principale, essentielle de l'humanité n'est autre que l'amour avant tout. C'est l'amour dont nous avons besoin. Nous faisons des pieds et des mains pour être aimés. Nous essayons de devenir des enseignants de sagesse spirituelle hautement élevée. C'est pas seulement pour amener ces enseignements, mais pour être aimés parce que telle est notre vocation première. Ouais. Et donc, quand on passe à côté de ça, on passe à côté de la vie et on ne joue pas ces jeux d'amour. Ouais. Parce qu'on minimise, on dit mais ça c'est rien, ça n'a pas de valeur. Et à force de minimiser, on se meurt tous et après on est terne et après on a les yeux qui n'ont plus d'étoiles et après... Oui. Mais c'est vrai que, et justement notamment par rapport à cette dimension séductrice, il y a beaucoup de confusion et qu'il y a beaucoup d'interdits, de représentations erronées entre la séduction et par exemple chez les femmes, ça va être souvent relié à si je séduis, je suis donc une putain. Oui. Et donc ça, c'est vrai qu'il s'agit de... voilà. Alors il est temps en fait de faire la connaissance des mémoires. C'est que les personnages dont nous sommes porteurs, à mes yeux, ne meurent pas. C'est-à-dire que le corps physique meurt, mais les personnages continuent leur chemin d'évolution. C'est pourquoi certains ont pu vivre une vie ou plusieurs vies, alors que d'autres n'ont pas vécu. Alors, quand on a des peurs, il faut savoir que toute peur n'est rien d'autre qu'une mémoire. Au lieu de se priver de vivre l'expérience, on va descendre dans les caves de nos inconscients pour essayer de comprendre d'où vient cette croyance que si je suis dans ma séductrice, je suis une pute. Est-ce que ça ne m'est pas arrivé dans une vie d'avoir été traitée par les églises ou par mes parents ou par la société de pute? En ce moment-là, on va guérir cette mémoire, mais on ne va pas tuer le personnage pour autant. Parce que si on est honnête avec soi-même, on peut voir aujourd'hui qu'il existe aussi bien chez les hommes et chez les femmes des êtres qui ont cette séduction, qui se manifestent à la surface de leurs êtres, mais magnifiquement bien. Et ils ne sont pas pour autant ni persécutés, ni jugés. Au contraire, on les regarde avec admiration. C'est ce qu'on appelle le charisme aussi. Voilà, le charisme. Le charisme, c'est l'énergie d'un personnage qu'on assume. Quand on assume, qu'on rayonne, qu'on n'a pas de complexe à rayonner et que rayonner ne signifie pas se mettre en compétition avec quelqu'un d'autre. Là aussi, parce que sinon on a peur de rayonner. C'est de nouveau une histoire de mémoire. En ce moment-là, nous sommes conçus pour briller, pour rayonner et pas pour nous écraser. J'aime beaucoup justement dans un des discours de Mandela à l'époque, les phrases suivantes. Notre peur la plus profonde est la peur de notre propre lumière. Notre peur la plus grande, c'est la terreur de notre propre puissance. Or, qu'on parle des guides spirituels ou des êtres de la nature, ou des anges, ou des ancêtres, aucun être hautement élevé spirituellement ne nous demande de nous rabaisser au point de nous éteindre pour pouvoir nous permettre de les canaliser. Donc, ce sont des erreurs. Bien au contraire, plus on est dans cet étouffement, moins notre lumière rayonne et moins on accède à un niveau qui permette la rencontre entre les esprits et les êtres. Non pas que les esprits ne sont pas d'accord lorsque nous ne sommes pas à niveau, mais ils ne peuvent pas descendre à un seuil trop bas, comme le seuil de la souffrance, dans lequel nous vivons la plupart un peu trop souvent, trop fréquemment. Et donc, ce n'est pas parce que je rayonne que je suis obligée de me comparer.
Et d'ailleurs, j'ai même découvert que si les mots humilité et modestie, qui n'existent pas toujours chez les peuples premiers, mais qui sont venus plus tard par le judéo-christianisme, sont bien pour décrire des situations du style. Ce serait bien de parler de cela avec un peu d'humilité. En ce moment-là, c'est bien placé, c'est-à-dire dans un dosage juste et équilibré de notre force et de notre lumière, en tenant compte des autres. Mais quand des êtres, des grands sages par exemple, regardent des jeunes qui démarrent et par peur d'être dépassés par ces jeunes, leur dit soit dans l'humilité ou la modestie, mais dans le but de tuer leur lumière et leur force et ne pas être dépassés. En ce moment-là, ces deux mots sont vraiment utilisés de manière abusive parce que du coup, la plupart des gens se sentent comme dans une culpabilité énorme avant même de commencer à vivre. Et à force de surveiller sans arrêt, si quelqu'un ne va pas les juger comme égocentriques et ne va pas leur donner la leçon de l'humilité, de la modestie, beaucoup de personnes finissent par se tuer, comme si on tue la lumière dans l'œuf même. Et ça, il serait temps de changer ça. Donc, nous sommes composés de multiples facettes. Chaque facette doit absolument exister. Et comment peuvent-elles exister tout en même temps ? Ce sont les situations de la vie elles-mêmes qui vont donner la place aux unes et aux autres. Si par exemple, on parlait de séducteur, un séducteur vient à moi et moi je suis mariée. Je vois bien que la personne est dans sa séduction. Alors qu'est-ce que je fais ? Je vérifie ce que ça me fait émotionnellement. Si ça me fait peur, parce que j'ai peur que des gens me remarquent en train de regarder ce séducteur pour me juger comme une femme pas sérieuse, en ce moment-là, je vais lui livrer la vérité. Je vois que tu es un séducteur magnifique, mais du monde dans lequel je vis, j'ai été trop cassée ou trop jugée et du coup, s'il te plaît, continue ton chemin plus loin, je t'applaudis, mais ne t'approche pas parce que j'ai encore peur que des gens me jugent comme une femme pas sérieuse. En ce moment-là, je me suis reconnue à ma juste hauteur et je ne me suis pas permise de casser la personne. Ou je pourrais dire, si je n'étais pas mariée, oh là là, comme tu es, tu me plais. Ou je peux dire en tant que maman, waouh, je sens que des filles vont tomber. Et tout ça vient d'un élan d'amour, d'un élan de guérison. Et ces personnages intérieurs se donnent la main. Donc en un seul exercice, je mets en place aussi bien l'enfant content, la maman qui encourage, la chamane qui soigne et qui propulse l'autre à aller plus loin plutôt que de baisser les rideaux et de casser la personne. Mais ne pas confondre non plus le séducteur et l'amant. Ce sont là deux personnages différents. Tal et moi, par exemple, on est très conscients de nos séductions. Aussi bien lui que moi, on fait attention à notre aspect extérieur sans juger que cet aspect n'est que de la fantaisie. Parce qu'on est content de faire ça. On aime les couleurs, on se sent en harmonie avec la nature, avec les arbres, avec les fleurs. Est-ce qu'il y a des arbres, des fleurs qui ont honte de leur couleur ? Non. Il n'y a que chez l'être humain qu'on a infligé les complexes d'infériorité ou de supériorité. Mais ce n'est pas parce que je sors ma séductrice ou que je ris avec toi en tant que séductrice que j'ai envie de coucher avec toi. C'est différent. Les relations d'amants, ça part d'une sensualité, d'une attraction différente, d'un envie de toucher, d'être ensemble, de roucouler. Alors que le séducteur, c'est tout simplement je me sens beau, je fais honneur à mon côté séducteur et je fais honneur à la nature. Et il y a des gens, parce qu'ils ont cassé leur séducteur, ils font des maladies graves, des cancers même qu'on a pu voir chez les hommes, le cancer de
de la prostate ou chez les femmes, le cancer donc du sein droit, parce que comme ça s'inverse, le droit devient le gauche, et le gauche c'est la partie le séducteur qui est un peu masculin, et la partie donc gauche de l'autre côté c'est la partie accueil, c'est la féminité, c'est la douceur maternelle, c'est voilà, donc c'est très très bien présenté. On a aussi la femme ou l'homme d'affaires. Oui, mais juste pour préciser, parce que ça c'est vraiment important quand tu parles effectivement du déclenchement de certaines maladies, c'est que en fait quand on tue le séducteur chez l'autre, on le tue d'abord et avant tout chez nous, en nous, et c'est ce qui fait que ça déclenche la maladie en fait. Parce que c'est pas tant chez l'autre qu'on va, enfin non seulement on le tue chez l'autre, c'est-à-dire qu'on baisse le rideau chez l'autre, mais c'est aussi une coupure qu'on crée en soi, c'est-à-dire que c'est une opportunité, quand un séducteur arrive, c'est une opportunité pour nous d'épanouir notre absolument, séducteur. Absolument. Mais si on le renvoie à la maison d'une façon un peu cinglante, en fait, c'est qu'on s'est fermé. Exactement. On n'a pas saisi l'opportunité en fait. Exactement, on se comprend parfaitement. La seule chose que j'enlèverais, c'est de dire avant tout. Parce que le avant tout, ça veut dire qu'on sépare les deux catastrophes. Avant tout, je me tue. Non, en fait, on se tue et on tue l'autre en même temps, dans la même situation. Et donc, ça montre que nous avons intérêt à bien vivre toutes les situations pour à la fois nous faire grandir et donner à l'autre l'opportunité de s'épanouir. Parce que notre existence sur Terre, c'est de nous épanouir dans cet nutriment qui est l'amour, mais d'aider les autres à grandir en se sentant beau, fort, grandiose. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Dès qu'on voit quelqu'un de puissant, hop, on change de chemin, on change de trottoir. Dès qu'on voit quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, on se met à juger, à critiquer, on cherche tous les moyens pour l'inférioriser ou pour que les autres ne l'aiment pas. C'est pour ça qu'actuellement, on parle de l'ascension. Bien sûr, des portes s'ouvrent dans le ciel, des portes multidimensionnelles. Il est vraiment temps de changer de niveau, de changer de fréquence. Et nous sommes prêts. Mais tant que nous n'entrons pas dans cette vision de l'amour, et que cet amour, c'est quelque chose que l'on doit vivre dans toutes les situations du quotidien, et pas une notion vague, intellectuelle, seulement comme ça ou jolie, eh bien nous ne pourrons pas ascensionner et changer de fréquence vibratoire. Je voulais justement te parler également d'un personnage de l'homme d'affaires ou de la femme d'affaires. Je vois souvent, quand on est chaman ou quand on est maître spirituel ou quand on est guérisseur, qu'il y a un problème avec l'argent sur la planète Terre. Combien de personnes racontent la spiritualité, ça ne se vend pas. Eh bien, c'est méconnaître les personnages. Quand je fais du chamanisme, c'est pas mon côté chaman qui a besoin d'être payé. C'est mon côté femme d'affaires qui a besoin de s'adapter à la matière. Et d'ailleurs, quand je suis chamane et que j'exerce en pleine brousse chez les peuples premiers, nous sommes toujours payés. Mais c'est la monnaie d'échange qui est différente. Là-bas, on va faire du troc. Là-bas, on va faire des dons. On te paye en banane, on te paye en patate douce, on te paye, mais on te paye quand même. Parce qu'on sait que les gens doivent s'adapter dans la matière et qu'ils doivent parvenir à vivre, scolariser leurs enfants, payer leur transport et tout ça. En revanche, si on a le problème d'argent soi-même et qu'on n'ose pas payer la personne, il faut faire la différence entre sa résistance à payer parce qu'on est dans les pénuries et de mettre en avant son sage pour lui donner des baffes avec des leçons de moralité qui ne sont pas justes. C'est une question, je ne sais pas si tu es d'accord, qui est souvent oui, mais je suis fondamentalement abordée dans la spiritualité. Tout à fait. Et je dirais que le manque de confiance en soi, le manque d'amour prend tous les visages. Et souvent, on prend ce visage de culpabilité vis-à-vis de l'argent. Voilà. Et moi, ça m'a comment dire, habité longtemps, ça. Et maintenant, c'est terminé. C'est terminé. C'est vrai que les personnes qui ont des problèmes face à des thérapeutes, des chamans ou des maîtres spirituels qui font du channeling sont souvent les gens en pénurie, comme par hasard.
ce ne sont jamais ceux qui ont de l'argent, qui vivent déjà dans l'abondance matérielle, qui portent des jugements sévères. Le hasard fait que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement. Et ces personnes ne se rendent pas compte justement que tant qu'elles voient l'argent sous cet aspect-là avec beaucoup de jugement, elles ne peuvent pas s'attirer l'abondance matérielle parce que le jugement qu'elles portent ne sont pas justes, ne sont pas justifiés. Et ça vient d'une croyance fausse. Et là aussi, si on guérissait, on touchait du doigt le personnage dans la pénurie, on va le chercher dans la cave de son inconscient, on va le soigner, on va le guérir et on arrête tout jugement sur des personnes qui osent demander de l'argent. D'ailleurs, dans la société, il y a des gens matérialistes qui trouvent même que plus on a de la valeur, mieux on doit oser fixer un prix pour sa valeur. On n'a qu'à regarder les honoraires de certaines personnes dans notre société. Ça dépasse l'entendement. Ou même, on n'a qu'à regarder combien sont payés les footballeurs. Après, en même temps, sous-évaluer ou surévaluer, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et que personnellement, je ne remets pas ma valeur à une somme d'argent et que je crois par contre profondément que lorsque nous sommes réconciliés avec cette part de nous, les choses arrivent naturellement, beaucoup plus naturellement à nous. Oui, alors sous-évaluer ou surévaluer, il doit y avoir un juste milieu. D'accord. Mais le juste milieu, c'est jamais quelqu'un d'autre qui va l'imposer. Tout à fait. Ouais, c'est-à-dire c'est qu'on est tous... Voilà, tout à fait. Et si par exemple, je demande un prix très élevé et si au bout de 6 mois, je n'ai personne, naturellement, je me dis, et si c'était mon prix qui était trop élevé parce que j'ai déjà travaillé sur ma croyance. Mais si je suis toujours dans la pénurie, j'arrive pas à payer les études de mes enfants et que je ne peux même pas voyager, rien ne m'empêche de dire, et si c'était aussi mon prix qui était trop bas et qui m'empêche de grandir. Donc, ce côté de juste milieu, souvent, ce sont des personnes extérieures qui essaient de nous l'imposer. Or, les personnes qui essaient de nous l'imposer sont des personnes en mal avec l'argent. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'être fluide avec son prix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dit, ouais, là, c'est OK. Là, pour moi, c'est le bon prix, quoi. Oui, en effet. Mais cette fluidité va jusqu'à accepter d'entendre que les autres proposent. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé non plus sur leur orgueil dans l'autre sens, malgré leur pauvreté, et à qui il ne viendrait même pas à l'idée de pouvoir faire des propositions. Parce que proposer à quelqu'un, par exemple, de diminuer le prix, c'est comme se rabaisser. Alors, si vous qui êtes orgueilleux, parce que vous n'avez pas envie de vous rabaisser selon vos croyances, et c'est à l'autre de deviner, il y a quelque chose qui n'est pas juste non plus là-dedans. Donc, je crois que la communication entre les personnages doit exister. Par exemple, je peux dire, écoute, j'ai un côté patient qui va mal parce que j'ai telle maladie. Et ce patient a besoin de thérapeute. J'ai un côté thérapeute que j'ai déjà développé, qui ont compris beaucoup de choses et qui connaissent la valeur de la thérapie. Je donnerai volontiers ce que tu veux. Mais j'ai un côté femme d'affaires ou homme d'affaires, actuellement encore en pénurie, j'arrive pas encore à m'en sortir. Est-ce que tu aimerais pouvoir l'entendre? Est-ce que tu peux l'accueillir, s'il te plaît? Parce que j'ai envie de me faire soigner, mais je n'y arrive pas financièrement. En ce moment-là, c'est à nous, dans notre souplesse, de sentir si c'est juste sans nous sentir ni obligés de faire, parce qu'on se sent complexé à l'idée de refuser, ni rester rigide parce qu'on a fait son prix. La vie est quand même plus importante que l'argent. Mais on ne peut pas bien vivre non plus sans argent. Et après, il y a toutes sortes de discussions qui peuvent se faire. Ça peut être, je ne peux pas t'accorder de prix, il fait chaud, je ne peux pas t'accorder de prix, mais je pourrais éventuellement t'accorder de me payer de manière diffusée. Et même des fois, tu n'as pas de chèque, c'est pas grave. Je fonctionne
sur la base de la confiance, sinon je n'aurais pas fait mon travail. Donc, il n'y a pas en fait de sujet qui ne puisse pas être discutable. Et discuter de ces sujets signifie mettre en évidence ces multiples personnalités avec chacun son niveau, sa vie, pour que l'autre nous comprenne mieux. En ce moment-là, je pourrais dire, dans ma facette de maman, je craque profondément et j'ai envie de te faire la thérapie gracieusement. Dans ma facette de femme d'affaires, je t'avoue que je n'ai pas complètement fini mon travail sur l'abondance. J'ai encore des peurs et je dois payer les vacances scolaires de mes enfants prochainement. Dans ma facette d'amie, je trouve que c'est formidable comme tu oses demander. Et je t'admire dans ta façon d'oser demander comme ça. Alors, est-ce que tu peux m'entendre dans tout ça et hop, on renégocie de nouveau la situation. Qu'est-ce que ça te touche? Et en ce moment-là, ce n'est pas une personne qui va travailler pour qu'une autre s'en sorte. C'est les partenaires, les personnes mises ensemble dans une même situation vont poser leur personnage en fonction de leur niveau, de leurs besoins. Et c'est là qu'on trouve ce qu'on appelle pour moi le juste milieu. Tout à fait. Super. Alors donc, il y a tout ça. Alors, je vois dans les maladies que beaucoup de personnes confondent aujourd'hui les thérapies pour l'organisme avec les thérapies pour les personnages intérieurs. La plupart des thérapies en fait qu'on trouve sur le marché sont des thérapies soit pour l'organisme, pour les cellules, pour accroître notre énergie, notre vitalité, ou pour que la maison devienne respirable. Mais on ne tient pas compte des personnages dont nous sommes porteurs pour leur donner la bonne technique ou la bonne attitude à adopter par situation. Si je vois par exemple une femme qui est malade, gravement malade, elle est venue travailler parce qu'on lui donne très peu de temps à vivre parce qu'elle a un cancer de l'utérus. Alors après une conférence, elle me dit, Joanne, tu disais qu'on peut se guérir à partir de ces personnages. Il suffit juste de mettre la main sur la facette de soi qui est à l'origine de la maladie. Bien sûr, on va faire les techniques qui sont également indiquées pour l'organisme et pour les cellules. Manger sainement, faire du yoga, faire du reiki, faire de la marche à pied, respirer à plein poumon, méditer avec les anges. Tout ça, c'est bien pour le corps. Mais les corps ou les divers corps ne sont que des véhicules dans lesquels les personnages habitent, vivent. Ce sont des corps qu'ils font déplacer pour parvenir à leurs objectifs. Mais il y a à guérir les personnages. Et là, je lui ai présenté, entre autres, justement, la séductrice qui était à l'origine de son cancer et l'amante derrière qui était démolie par des séparations répétitives. Ça faisait la 3e fois qu'elle était séparée et elle était en train de percevoir qu'avec le compagnon qu'elle avait actuellement, avec qui elle a eu 2 enfants magnifiques, la séparation s'annonce également. Donc, on sent ça, on sait ça quand ça ne marche plus. Et donc, elle s'est créé le cancer pour pouvoir retenir l'homme qu'elle aime et pour pouvoir garder la vie conjugale. Parce que à l'idée de devoir recommencer, elle estimait qu'elle n'en avait pas la force et elle s'estimait même avoir été injustement abandonnée. Ceci étant dit, on a vérifié dans son séducteur, c'est le genre de femme toujours très pratique. Et elle me disait un jour, son mari lui avait dit, est-ce que tu veux bien mettre cette petite jupe au ras du possible qui est en peau de tigresse comme ça? Parce que j'ai envie de te sortir ce soir, on va aller dans un lieu où on va danser, s'amuser un peu et je te veux, ma femme, mon amante. Et elle, comme elle était bien judéo-chrétienne, à la vue de la jupe, justement, comme ton exemple de la première fois, elle a dit « Ah non, je ne mettrai pas ça ». Et dans sa tête, elle s'est mise même à juger son mari. Comme quoi, il la prenait pour qui pour mettre une telle jupe. Donc, dans sa séductrice, à chaque fois qu'elle s'habillait pour elle, à son goût à elle. C'est-à-dire les vêtements chics, les vêtements classe,
pour tenir compte de ses voisinages, tenir compte de ses parents, tenir compte de la société. Mais dans sa séductrice, elle n'était même pas éveillée. Donc, elle n'était pas drôle du tout comme séductrice. Et dans une vie de couple, ça peut tuer la vie de couple. Malgré tout, il faut bien s'en rendre compte. Et donc, elle m'avait raconté beaucoup d'histoires qui montrent que sa séductrice non seulement était immature, mais a plusieurs fois cassé son mari. Lorsque le mari venait en séducteur, par exemple, oh là là, mais il voulait lui sauter dessus, l'embrasser en pleine bouche quand ils étaient encore des amants passionnés, même devant les copines. Et elle a pris ça très mal. Ah non, c'est vulgaire ta façon d'embrasser. Donc, elle ne s'était pas rendue compte qu'elle a toujours cassé son mari dans ce côté amant. Et là, quand elle a vu tout ça, que dans son amante, elle n'était pas ouverte à la sensualité, à la sexualité, dans sa séductrice, elle était psychorigide, elle s'est rendue compte qu'elle avait des grandes parties de responsabilité, non seulement dans cette éventuelle séparation, mais dans les autres séparations. Et puis, elle a dit, est-ce que j'ai envie de guérir ? Elle s'est rendue compte que quand elle regardait l'homme avec les yeux de l'amante et les yeux de la séductrice, elle n'avait pas envie de se guérir parce qu'elle avait trop peur de le perdre. Mais quand elle a remarqué que ses enfants avaient le désespoir dans les yeux, sachant qu'elle est malade, et n'arrêtait pas, les petits, de dire « Maman, va guérir, maman, je t'aime, j'ai trop besoin de toi. Reste maman. » Là, elle a découvert que pour elle, pour ses filles, elle avait envie de guérir. Mais le problème, c'est que le côté maman était dans la dualité avec le côté séducteur et le côté amant. Donc, du coup, c'était les amants, l'amant et le séducteur qui avaient gagné. C'est qu'elle a choisi de ne pas guérir, quitte à faire des malheureuses, des orphelines, pour laisser gagner ces parties-là d'elle. Alors, on a envie de dire, mais elle est idiote ou elle est méchante. Ça, c'est quand on n'est pas dans le cœur. Ouais. Lorsqu'on travaille dans le contexte des SPPA, on ne voit pas les choses comme ça parce qu'on s'humanise divinement bien. On a de la peine pour cette femme parce qu'on se rend compte qu'elle ne fait pas exprès, mais qu'elle a tout simplement été immature. Elle est l'image de notre société. Elle est l'image de ses parents. Elle est l'image de la religion dans laquelle elle a été. Donc, ne pas lui jeter la pierre, mais aller dans son propre cœur et vérifier. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je ne laisse pas encore vivre ? Où est-ce que je me tue moi-même aujourd'hui ? Où est-ce que je suis assassin de mes enfants ? Où est-ce que je suis assassine de mon conjoint ? Où est-ce que je suis le destructeur de tous mes collègues de travail, que ce soit dans la spiritualité ou dans un bureau ? Parce que dans ces climats de compétition, dans ces climats de dénonciation, de délation, de haine, personne ne peut s'en sortir avec ça. Et on perd tous, pour la plupart, la confiance en soi. Et du coup, on perd l'élan de vie. Ça se perd comme énergie. Et du coup, quand nous mourons, nous baissons la fréquence de la nature. Nous tuons la nature et tous les êtres qui vivent dedans, parce qu'aucun d'entre nous, qu'importe notre règne, ne peut survivre dans un monde conflictuel, dans un monde où on met en avant autre chose que l'amour. Super, Joanne. Alors, pour terminer, est-ce que tu dirais que pour unifier son être, il s'agit de se réconcilier avec toutes nos sous-personnalités ? Oui, en effet, pour être bien dans sa peau, il suffirait d'être complet. Être complet signifie vérifier qui sont ces personnages dont je suis porteur. Et si je ne les connais pas, me confier le temps de les connaître à quelqu'un qui le sait. C'est comme ça que moi, j'ai des personnes qui viennent en consultation, en stage. Mais l'objectif, c'est pas de rester dépendant définitivement non plus du thérapeute, mais d'apprendre et ensuite de s'observer vivre. Ce que je fais, par exemple, c'est que je mets en avant ma petite fille. C'est que s'il y a un moment, un espace où je sens que c'est elle qui est invitée, je vérifie mon état émotionnel, mon état mental,
mon ouverture spirituelle et je fais la place à cet enfant. Si je n'y arrive pas, j'appelle à l'aide tout simplement pour qu'on m'aide à la sortir. Dans ma femme, j'ai appris à m'assumer. Dans ma sage, j'ai appris à exister. Dans ma guérisseuse chamane, j'ai appris à me donner. Et j'ai découvert que plus on ose donner des thérapies, on ose soigner avec ses mains, avec ses sons, avec des outils. Cet après-midi, par exemple, je vais présenter le côté chaman en conférence. Et je vais donner aux gens les outils qu'il faut pour donner, pour faire naître ou permettre à notre côté chaman de pouvoir exister. Et donc, plus on le fait, plus on a de l'énergie. Dans ma femme d'affaires, je suis de moins en moins complexée. D'ailleurs, si quelqu'un porte un jugement pour moi, je ne me blesse pas non plus pour autant. Je me dis, c'est comme ça que cette personne me voit à partir de son monde, je la comprends. Je compatis avec elle. En fait, je ne veux plus ni me déchirer, ni casser une personne. Dans mon épouse, on apprend vraiment joliment bien avec Tal à se conduire en parents l'un pour l'autre, en amis l'un pour l'autre, en frères et sœurs l'un pour l'autre. Et parce qu'on a découvert que plus on développe deux personnages qui ont divers contrats à proposer et ces contrats stimulent les situations, les relations, rend la vie de couple toujours aussi pétillante, moins on a envie de se quitter. Moins on a des personnages qu'on met en avant et on use toujours les mêmes, et la vie de couple a des chances de se casser la figure. Alors, pareil avec mes enfants. On joue à tous les rôles. Mes enfants ne sont pas que mes enfants. Ce sont également mes maîtres. Ce sont également mes amis. Ce sont également mes frères ou mes sœurs. Et nous mettons vraiment en avant ces personnages-là. Il y a des moments où mes fils m'invitent comme une amie. On va boire un pot entre amis. Et là, le sujet, c'est vraiment des sujets entre amis. Il y a des moments, ils ont besoin de moi comme maman, mais ils précisent d'avance. Est-ce que je peux te voir comme maman? Et en ce moment-là, ce sont vraiment des sujets de mère avec ses enfants. Il y a des moments où ils sont enseignants. Alors, je ne veux pas me conduire avec eux comme s'ils étaient mes enfants. Je me conduis avec eux comme si j'étais une élève parmi les élèves. Et du coup, toutes les situations sont nourrissantes et se passent merveilleusement bien. Et il y a de moins en moins de conflits. Je pourrais même dire deux choses affirmées pour finir ça. C'est que mon bonheur est de plus en plus inconditionnel parce qu'il n'y a plus une personne qui parvient à elle seule à me casser et à me rendre souffrante pendant plus que 5 minutes. Bien sûr, je ne suis pas réalisée. Donc, je souffre encore, touchée, blessée par ce qui se passe, mais je ne laisse pas à mon ego que j'appelle Bouboule, qui vient de Pitbull d'ailleurs, vous verrez ça sur YouTube, je ne laisse pas à mon ego m'agiter sans cesse la souffrance de manière à me rendre haineuse. Parce que quand je suis haineuse, je souffre et je fais souffrir. Et la deuxième chose, c'est que j'ai de moins en moins de conflits. J'ai de moins en moins de personnes qui viennent à moi pour me régler des comptes. C'est comme si plus je change, moins j'attire des conflits. Et comme je sais parler d'amour à des gens, ils repartent tous la plupart du temps, les sourires comme ça, un soleil à la place du cœur, et ils deviennent serviables naturellement. Ils ont envie eux-mêmes de partager d'amour avec moi, de me rendre service. Alors que demander de plus? Le monde peut encore fonctionner en harmonie, dans l'amour. Ça ne tient qu'à nous tous. Si nous en prenons conscience et que nous osons nous donner la main et nous osons jouer à tous les rôles, c'est le propre des êtres qui se rapprochent de la réalisation spirituelle. C'est d'être assez libre pour pouvoir jouer à tous les rôles sans avoir peur d'être prisonnier de l'un ou de l'autre de ces rôles. Et c'est ça que je vous souhaite à tous. Bonne continuation. Et c'est comme ça qu'on vit en amour avec la vie et qu'on permet à l'amour de se donner à travers nous. Exactement. Elle conclut très très bien, Marie. Je crois que je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que vive l'amour et vive tous nos personnages. Soyons tous des enfants,
pas en même temps, parce qu'on se marcherait dessus, mais à des moments où on sent qu'il y a l'espace pour le faire. Soyons tous des séducteurs, soyons tous des amants, soyons tous des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, soyons tous des thérapeutes, mais ne soyons pas que thérapeutes, parce que sinon, on souhaiterait qu'il y ait des malades. Faites attention à ça. Et il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à se guérir parce qu'ils ne savent pas jouer le rôle de patient. Parce que le rôle de thérapeute prenne toujours le dessus. Donc, du coup, par où est-ce qu'on va les soigner s'ils sont tellement puissants et forts dans leur côté thérapeute? Et amusons-nous bien, c'est le moment de faire des thérapies en s'amusant. N'oubliez pas qu'il y a des exercices par personnage. On fait venir, par exemple, les gens au centre du cercle pour faire l'enfant. Et on voit où est-ce qu'ils ont été cassés, dans quel domaine ils ont été réprimés. Après, on demande aux gens de venir à tour de rôle faire le séducteur. On a peur, hein, on est très impressionné. Après, on fait des exercices pour montrer le côté chaman, guérisseur. Après, on fait des exercices pour faire prendre conscience du côté homme ou femme d'affaires et que les gens puissent lire en fait les personnages qu'on met en avant pour ne plus se tromper de personnages dans sa propre vie. Parce que c'est ça le drame, c'est qu'on ne sait pas lire le personnage que l'autre nous amène et on ne sait pas identifier le personnage chez soi à qui on laisse la place pour répondre à celui de l'autre. Alors vous voyez, on est comme des aveugles qui jouent avec... Elle est inépuisable, Johanna, inépuisable. Mais en tous les cas... bah oui, ça transpire. Et le soleil de la province du Sud est là. Oui, oui. Bah, en tous les cas, on refera certainement des émissions ensemble et puis avec des ateliers avec pour le dernier trimestre de l'année. Ouais, on verra ça. Une place un peu à l'ombre. Ouais. Avec moins de bruit autour. Parce que là, on s'est consacré à vous. On s'était dit, on fait d'abord ça et le reste suivra. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous allez vivre. Parce que j'ai besoin de vous. Le monde a besoin de vous. Et nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre heureux. Merci. Merci, Johanna. Merci. Merci à tous. Au revoir.